Teenager. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi à l'occasion de la parution aux éditions Plomb de l'autre collaboration, une enquête philosophique absolument passionnante sur les origines françaises de l'islamo-gauchisme. Vous revenez au texte de certains des plus grands philosophes de gauche du dernier siècle, Alain, Ricoeur, Sartre, Beauvoir, Foucault, Deleuze, Garaudy, Genet ou encore Badiou, une entreprise de généalogie philosophique démarrée, écrivez-vous, au lendemain des massacres du 7 octobre 2023 en Israël, avec une question en tête, je vous cite: comment la France peut aujourd'hui se trouver forte de millions de citoyens pour lesquels ce 7 octobre 2023 aura été un grand jour pour le peuple palestinien. Michel Onfray, pourquoi la clé de cette haine anti-israélienne et souvent également anti-juive est selon vous à trouver parmi ces figures respectées, très respectées de la philosophie française, dont le rapport aux juifs est parfois mal connu quand il n'est pas volontairement escamoté? Oui, il faudrait presque faire une histoire de l'antisémitisme pour voir ses modifications, je veux dire à partir du peuple déicide, de l'antisémitisme chrétien, qui est bien connu, qui fonctionne jusqu'à Voltaire. Et la philosophie dite des Lumières qui, elle, ne reproche plus aux Juifs d'avoir tué le Christ, mais d'avoir produit une religion avec son clergé. Et il y a une attaque anticléricale, et cette attaque anticléricale, elle associe les Juifs, les curés, l'Église, le Vatican, tout ça c'est la même chose. Donc en gros, Saint Paul, c'est l'ancien Saül, et donc il y a un antisémitisme pour le coup, anticlérical, pour le dire comme ça. On retrouve, c'est sidérant, je vais retrouver Voltaire, d'Holbach, Diderot, Helvétius, le marquis de Sade, c'est incroyable le nombre des antisémites à cette époque-là, dans la philosophie des Lumières. Vous passez au 19e siècle et là on a un antisémitisme qui pour le coup devient politique. C'est celui de Marx, dont je dis dans ce livre qu'il a, on peut s'interroger là-dessus, mais cessé d'être juif, puisque finalement son père s'est converti à la religion de Luther et que lui-même n'est ni circoncis, ni ne parle pas l'hébreu, n'a pas été éduqué dans la religion juive. Mais ça vous amène à une réflexion sur ce qu'est la judéité. C'est ça. Voilà, l'est-on, quand est-ce qu'on peut le devenir, comment peut-on le devenir, peut-on cesser de l'être, est-ce que c'est la circoncision qui fait le juif, est-ce que c'est l'observance, etc., etc. Et là, pour le coup, c'est un nouvel antisémitisme qui est associé au capitalisme. Révolution industrielle au 19e siècle, production des richesses, donc production de la pauvreté, paupérisation, etc. Et on nous dit, ah mais les propriétaires, ce sont les juifs. Et on associe les juifs, le capital, le capitalisme et l'argent. Et donc on dit, il faut faire la révolution. Et quand on aura fait la révolution, eh bien on aura un homme réconcilié, etc. Ça marche au 19e siècle avec un antisémitisme prétendument scientifique, scientiste. La phrénologie, cette espèce de fausse science qui consiste à mesurer les crânes, ou des considérations d'anthropologie, d'anthropométrie, avec des gens comme Vagé de la Pouge ou d'autres qui vous disent l'écartement des yeux, des narines, les oreilles, la forme de je sais pas quoi, du nez, des cheveux, etc., etc. Et puis, au XXe siècle, on arrive à mes philosophes, là, on garde cette... Alors après, évidemment, c'est pas la même chose, l'antisémitisme avant à Auschwitz ou après. Donc Alain, par exemple, lui, il est antisémite, à la vieille méthode, la vieille façon. C'est-à-dire, Alain, il est bonhomme, il nous dit, oh, mais moi, je suis un professeur de classe prépa, la Sorbonne, c'est pas pour moi, le Collège de France, c'est pas pour moi. C'est pas pour lui, mais c'est le renard et les raisins, parce qu'il aurait bien aimé. Et il a pas pu. Et il y a un certain nombre de philosophes, les Brunswick, les Lévi-Brühl, etc. Forme de jalousie sociale. Oui, absolument. Qui sont juifs, et là, c'est encore un coup des juifs. Et, même dans sa théorie, c'est-à-dire on me dit oui, mais enfin ça c'est le journal, vous ne pouvez pas reprocher à Alain, j'étais il y a quelques jours à Tel Aviv, mon interlocuteur me reprochait ça, il me disait c'est un journal, c'est quand même pas exactement la même chose, mais j'ai dit mais l'œuvre est imprégnée d'antisémitisme, il le dit pas, mais quand il attaque Einstein et la relativité, c'est parce qu'il est juif. Il faut rappeler que vous avez par ailleurs contribué à la publication de son journal inédit en 2018. Oui, parce que je suis normand et Alain est originaire de Mortagne. Un jour à Mortagne, où je conduisais des amis au musée, la dame qui s'occupait un petit peu de ce petit musée de province un peu poussiéreux me dit, savez-vous qu'il existe un journal inédit d'Alain? Je dis, ah non, pas du tout, j'ignore complètement. Elle me dit, est-ce que vous voulez le voir? Et elle m'apporte un dossier avec, je sais pas, 1000 pages de feuilles dactylographiées à l'ancienne. Et je dis, mais c'est incroyable, cet objet, quoi. Et je commence à regarder, et là, je tombe sur une phrase terrible, je n'en crois pas mes yeux, où il dit, Alain, en plein milieu dans les années 40, il dit, j'espère que ce général de Gaulle ne gagnera pas. Adolf Hitler, c'est quand même nettement mieux, il aime son peuple, et ce serait... Je dis, mais c'est Alain qui écrit ça, quoi. Et je lui dis, oui, je veux bien vous aider à publier ce journal. Et donc, j'ai trouvé un éditeur.
L'éditeur m'a dit, il n'est pas question qu'on fasse une préface qui ne soit pas de vous, donc bien sûr, vous ferez la préface, je dis d'accord. Et j'ai fait une préface essentiellement sur l'antisémitisme d'Alain, parce que ça me paraissait être la grande information, qu'il ait pu lire Dickens 3 fois, ou Stendhal en juin 47, ou je sais pas quoi, on s'en moquait un petit peu. Et ils ont refusé ma préface, en me disant, les amis d'Alain ne souhaitent pas, vous comprenez, il faudrait que vous fassiez une autre préface. Je dis non. Alors j'en ai fait un livre. On est là aussi dans l'escamotage. Bien sûr. Mais même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les amis d'Alain m'ont envoyé une lettre m'expliquant qu'ils allaient réfuter point par point tout ce que je raconte. Moi, je veux bien, mais comment peut-on... En fait, je les connais, les arguments. Vous savez, quand on dit « Ah, il était vieux, il était âgé... Je lui dis, mais dans ces cas-là, oubliez tout ce qu'il a écrit à partir de cette date-là. Si vraiment il était sénile en 1940, pourquoi a-t-il écrit une quinzaine de livres jusqu'à sa mort? Et pourquoi est-ce que ces livres-là, vous les considérez comme des livres qui sont crédibles? Non, je reviens à l'actualité, Michel Onfray. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, cette identification des terroristes, en l'occurrence là, palestiniens du Hamas, à la résistance, identification, assimilation à laquelle procède souvent l'extrême gauche, vous l'expliquez comment? Alors je pense qu'il y a eu un effondrement de la gauche, des deux gauches irréconciliables, je dirais, l'effondrement du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, enfin la gauche marxiste se trouve un peu veuve de ses idéaux, et en même temps de ce qui incarnait prétendument ses idéaux, et puis le virage de Mitterrand en 83, quand il nous dit, bon, en gros, il ne fait pas comme ça, mais finalement, la social-démocratie, ça marche pas, le socialisme, ça fonctionne pas, je reprends les idées de Giscard, et je deviens maastrichtien, et le libéralisme, c'est formidable, vive la crise, etc., etc. Et là, la gauche estime que ça ne marche plus, le vieux schéma qui consistait à dire que le prolétariat était l'avant-garde éclairée et qu'il fallait, à partir de l'avant-garde éclairée du prolétariat des villes, des syndiqués, etc., un fer de lance qui produirait la révolution, et on connaît l'histoire. Là, ils se disent, ça marche plus. Et la société se modifie et ils changent de logiciel. C'est-à-dire que le révolutionnaire, ça n'est plus l'ouvrier, le paysan, et non pas l'agriculteur. Ils détestent les agriculteurs, les marxistes ou les bolcheviks. Mais ça va être le nouveau peuple, le néo-peuple qui est fabriqué, souvenez-vous de ces think tanks là, strauss-kahniens qui nous disaient laissez le peuple à Le Pen, il est parti chez Le Pen. Terra Nova. Faisons Terra Nova, et puis faisons le pari d'un nouveau peuple avec des femmes radicalisées, enfin un féminisme radicalisé, très, très, très androphobe, je dirais, avec des musulmans, avec les délinquants, avec les prisonniers, avec les transsexuels, les homosexuels. Avec... Mais pas de là soutenir des terroristes qui s'en prennent à des civils. Comment s'effectue ce virage, cette radicalisation suprême, si je veux dire? Tout ce qui permet d'haïr l'Occident est une bonne chose. Et donc, les Juifs qui incarnent l'Occident, une espèce de navire amiral de l'Occident, de la culture, d'une culture judéo-chrétienne, c'est évidemment le navire amiral qu'il faut viser en priorité. Donc, détruisez tout ce qui est l'homme blanc, catholique, juif, judéo-chrétien, etc. Et puis, on va faire table rase pour instaurer une société dans laquelle les Palestiniens s'entendront avec les homosexuels et les queers, dans laquelle la Nouvelle-France, enfin ce que Mélenchon appelle la Nouvelle-France, qui est une Nouvelle-France débarrassée des Juifs, disons-le clairement. Je vous cite encore Michel Onfray, ces terroristes du Hamas ne sont pas des bêtes, aucune bête ne s'abaisse à tuer pour le plaisir de tuer, ils sont humains, puisque seuls les hommes tuent leurs semblables en retire du plaisir. Le sort de la famille Bibas constitue à cet égard pour vous le symbole du martyr juif, du martyr israélien du 7 octobre et du mal que des hommes peuvent commettre au nom de l'idéologie. Plus encore que ce que je pouvais croire, parce que quand j'écris ce texte, on pense que les enfants sont toujours vivants. Et on sait depuis comment ils ont été tués. Moi, on m'a donné quelques informations un peu confidentielles et intimes en me demandant de ne pas en faire usage, mais c'est une barbarie totale. Pas seulement ce qu'on a raconté, c'est-à-dire il y a des actes de torture. Et donc, oui, je dis que c'est la quintessence d'une civilisation dévoyée. Et les barbares fabriquent des civilisations, en décapitant, en tuant, en massacrant, et surtout en pillant. Moi, je suis allé, pas dire visiter, mais enfin, je suis allé sur les lieux, et on m'a expliqué, on m'a dit, ben voilà, après que le massacre ait eu lieu, il y avait encore un papy qui venait de Gaza et qui est venu piquer des survêtements, des chaussures, des télévisions. Ils sont venus piller, quoi. Donc, on se dit, il se passe quoi, là? C'est le cerveau reptilien de l'homme. C'est pas l'animal, c'est le cerveau reptilien de l'homme qui fonctionne. Et il n'y a plus que ça. On a, vous savez, 3 cerveaux, dont un cortex, un néocortex et un cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est la bête, quoi. C'est-à-dire, on tue, on massacre, on copule, on mange. On se bat, on attaque, on chasse. Enfin voilà, c'est ce qu'il y a chez les animaux les plus primitifs et chez les sauriens. Et il reste encore un peu de ça. Et il y a des gens chez lesquels il n'y a plus que ça. C'est-à-dire le surmoi ne fonctionne même plus. Je dis dans l'introduction de mon livre, parce que j'ai décrypté des
des échanges, on les a tous vus à la télévision, ces images tournées par le Hamas. On peut pas imaginer que c'est des images de propagande d'Israël, mais de ce type, de ce garçon. Moi, j'ai fait un entretien pour Le Figaro, on m'a demandé de faire sauter les 4 ou 5 lignes où je rapportais ce propos. Il appelle ses parents. Et alors, pas seulement, oui, bien sûr, il y en a qui appellent ses parents en disant « J'en ai tué 10, maman, j'ai ton fils a tué... » Non, le pire, c'est... Enfin, le pire... Il n'y a pas d'échelle pour ça, il n'y a pas de dynamomètre, mais je veux dire que c'est celui qui explique que son père a violé une femme, puis qu'il l'a tuée, et que lui, le fils, a violé le corps de cette femme morte. Vous imaginez, là, à quel degré de... Alors pour le coup, c'est d'inhumanité, je dirais, ou de cerveau reptilien on se trouve. Et encore, est-ce que les reptiles font ce genre de choses ? Je ne suis pas sûr. Je pense que les hommes sont capables d'inventer des formes d'horreur qui n'existent pas chez les animaux. Parce qu'il y a la haine. Je pense qu'un crocodile qui mange un poisson, il ne déteste pas le poisson, il le tue parce qu'il veut le manger, et puis voilà tout. Là, il y a de la haine, et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est difficile d'éradiquer ça dans la tête de quelqu'un en lui disant mais quelles sont les raisons de ta haine et calme-toi, cette haine n'est pas légitime. On ne peut pas faire ce genre de choses. Quand on a libéré le cerveau reptilien et que c'est presque tout un peuple palestinien qui est dans cette aventure, c'est effrayant. Pour définir l'islamo-gauchisme aujourd'hui, vous établissez une liste de 10 volontés, parmi lesquelles la volonté de créer un néo-antisémitisme post-nazi, l'adoubement d'un lumpen prolétariat minoritaire comme nouveau moteur de l'histoire, la haine de l'Occident, le combat contre le sionisme et Israël, présenté comme bouc émissaire au profit de l'idéal type révolutionnaire que sont devenus les Palestiniens. C'est un condensé du programme de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, ça c'est sûr. Alors, lui, je pense que j'ai consacré un chapitre à Roger Garaudy. J'ai été sidéré de découvrir ce que j'ai découvert sur Roger Garaudy. C'était un type qui était à la mode dans les années 70. Il était communiste, mais pas trop stalinien. Après ça, il a été du côté de mai 68. Puis ensuite, il a tendu la main aux chrétiens. Puis après, il est devenu musulman, il se convertit. Enfin, il y avait à peu près... et pro-Khomeini par la suite, au moment de la révolution islamique. Et qui est devenu un héros de l'Iran terroriste. Et je me suis dit, mais c'est... Alors, négationnisme, révisionnisme, enfin, tout y est. Et je me suis dit, mais il y a tout ça chez Mélenchon. Il y a tout ça. C'est-à-dire, il cochait toutes les cases. Y compris cette façon un peu subtile, je dirais, mais au sens pervers du terme, mais de jouer avec la Shoah. Avec ses copains, toute la bande, là où on en voit à un moment donné, je ne sais plus si c'est le bon, je ne sais quoi, mais enfin, qui l'autre jour, à l'Assemblée nationale, au mot solution, a ajouté solution finale. Voilà. Mélenchon qui nous dit, couper nos cheveux pour en faire des édredons ou des oreillers, quoi. Donc on n'est pas simplement dans la pure stratégie électorale ou tactique électorale, il y a quelque chose de plus profond ? Moi, je ne crois pas que ce soit une stratégie électorale. Oui, il y a ça chez Mélenchon, qui est prêt à tout, ça c'est sûr. Il veut être, c'est un personnage. C'est comme Macron. On a des gens là qui ont des problèmes de nature psychologique, pour ne pas dire psychiatrique. Il y a ça, mais il y a le vieux fond antisémite. C'est pas du tout. Il le serait devenu pour des raisons électorales, mais finalement il l'est pas dans le fond. Si, il l'est. Je rappelle quand même que il vient du trotskisme et que les trotskistes ont soutenu le pacte germano-soviétique exactement de la même manière que les communistes. Ça interroge, ça, quand même. On n'interroge jamais les communistes sur le pacte germano-soviétique. Si vous le faites, vous vous faites insulter aujourd'hui. Même un trotskiste, vous faites insulter, c'est pas vrai, ça n'existe pas, où est-ce que vous êtes allé chercher ça ? On retient que la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Et quand vous avez aujourd'hui un communiste qui meurt et dont on dit « Oh là là, il est formidable, etc. » Il a été résistant, je dis « Mais à quelle époque résistant ?» Il a été collaborateur pendant 2 ans, le temps du pacte germano-soviétique, et peut-être l'est-il devenu résistant, mais Malraux, il est communiste, il est sympathisant communiste. Quand est-ce qu'il entre dans la résistance ? On le dit assez peu, mars 1944. Donc voilà quoi. Et puis tous ces gens qui entrent dans la résistance, à la Duras, à la Mitterrand et autres, compagnons de route d'Edgar Morin par exemple, sont tous des gens qui ont compris que, évidemment, après Stalingrad, la guerre est réglée, elle est perdue pour Adolf Hitler. Donc ces gens-là rentrent dans la résistance. Mais sinon, il y a toujours ce fond antisémite. Je rappelle que quand les communistes signent le pacte germano-soviétique, ils disent aux nazis, nous avons les mêmes ennemis, la City, Londres, le capital, le capitalisme, le général de Gaulle et les juifs. Donc c'est pas du tout un accident de l'histoire, ou c'est pas du tout, l'antisémitisme ne serait pas une affaire électoraliste, du genre bon on se fait élire et puis après on oublie et puis on embrasse les juifs sur la bouche et puis là, pas du tout. Je pense qu'il y a le fameux vieux fond dont nous parlions tout à l'heure, de l'anticapitalisme qui estime que les juifs et l'argent c'est la même chose. Vous parliez du philosophe Alain tout à l'heure. Autre cas intéressant que vous étudiez, c'est celui de Paul Ricoeur, philosophe très respecté, maître à penser revendiqué du président Emmanuel Macron, même si beaucoup le contexte. Ce qui est tout à fait troublant là aussi, c'est que l'auteur du grand succès de librairie
La mémoire, l'histoire et l'oubli en 2000, a non seulement soutenu la révolution vichiste jusqu'en 1943, mais qu'il s'est de surcroît élevé à la fin de sa vie contre le souci des Juifs français d'honorer la mémoire des victimes et de demander des comptes à l'État et aux collaborateurs. C'est ce qui est troublant, c'est que là aussi son passé a été escamoté par ses admirateurs. Non, escamoté par lui. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a pas eu de compromission. Ensuite, quand les compromissions sont avérées, il ment sur les dates, en disant oui, c'est vrai, mais peu de temps, et ça n'a pas duré longtemps et j'ai été abusé. Et puis, il y a un chercheur, un érudit, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais enfin j'en parle dans le livre, qui lui, dans un bac avec des bouquins d'occasion, tombe sur une revue et découvre qu'il y a un texte de Ricoeur, un texte vichiste. Donc il l'est de 40 jusqu'en 44. Et lui dit, alors l'avoir été c'est déjà une chose, mais après passer toute sa vie à dire qu'on ne l'a pas été, qu'on l'a été très peu de temps et que globalement on a été abusé quand on l'a été, on se dit comment peut-on écrire sur la mémoire, l'histoire et l'oubli ? Comment peut-on être le héros de cette espèce de théorie, une espèce de catho de gauche protestant, alors Macron disant il est formidable, c'est mon maître à penser, etc. C'est un menteur. Il a été vichiste, pas avant Vichy parce que c'était pas possible, et plus après parce que c'était plus possible non plus. Mais il a été tout ce temps-là. C'est-à-dire, il a fait une propagande de maréchaliste. Donc, il y a un moment donné où on devrait dire à Ricoeur, mais vous n'êtes plus crédible. On devrait dire, mais excusez-nous, mais faites un livre pour nous expliquer pourquoi vous l'avez été, pourquoi vous avez menti, plutôt que d'écrire sur la mémoire, le récit et l'histoire. Et puis cette deuxième partie que vous signalez fort justement, c'est-à-dire que sur la fin de son existence, il dit les Juifs, il y en a marre de la mémoire, quoi. C'est toujours un peu trop et c'est toujours vous, ça recommence, ça continue. Donc on se dit, mais jusqu'à la fin, il n'aura rien compris, cet homme prétendument éclairé sur la question de la mémoire, du récit et de l'histoire, de l'articulation de ces trois choses-là, il n'aura rien compris puisqu'il nous dit, moi je suis en gros le philosophe de la mémoire, et je me permets de dire que la mémoire, c'est un peu trop du côté des Juifs, et c'est toujours les mêmes, quoi. On se dit, ah bon, c'est quand même étonnant tout ça. Alors, il y a bien sûr le cas Sartre. Avant d'aborder la question des réflexions sur la question juive paru en 1946, vous vous arrêtez d'abord sur une pièce de théâtre, Bariona ou le jeu de la douleur et de l'espoir, écrit en captivité, une pièce qui fut même présentée sur place et qui regorge de clichés antisémites. Et puis, dans ses réflexions sur la question juive, vous voyez, Michel Onfray, la négation de 3000 ans d'histoire juive, puisque Sartre considère que le juif n'existe pas en tant que tel, mais qu'il est une invention de l'antisémite. Sartre qui a, après avoir tardé à s'exprimer sur la création de l'État d'Israël, finit par soutenir l'usage du terrorisme par les Palestiniens, comme le FLN face aux colons français en Algérie. Et c'est cette même logique qui le pousse ensuite à soutenir les terroristes du FPLP lors de l'attaque contre les athlètes israéliens au JO de Munich de 72. Il faut reconnaître en effet, je le cite, que l'attentat de Munich a été parfaitement réussi. Il écrit ça en octobre 72. Dans un texte qui est introuvable. Il faut remuer ciel et terre. Donc je suis un rat de bibliothèque, j'ai pratiquement tout ce qui a été écrit de Sartre et sur Sartre. Et donc quand vous prenez les volumes de Pléiade de Sartre, c'est des volumes de Pléiade de Beauvoir, les écrits de Sartre par Conta et Ribalka, quand vous prenez le dictionnaire Sartre par exemple, enfin vous prenez tout ça, étrangement, alors que les bibliographies qui sont là, ou les cahiers obliques, il y a eu 2 volumes d'obliques par exemple, avec des chronologies incroyables. Genre, il se rend en Hongrie 3 jours et il rencontre, machin. Alors, ce genre de détail est donné. Ce texte-là est introuvable. Il est introuvable. Il n'est jamais signalé dans les bibliographies. C'est étonnant. On devrait pouvoir dire ce texte de 72 dans lequel Jean-Paul Sartre justifie le terrorisme, etc. Alors, on le sait, mais on ne connaît pas le texte. Toujours la semaine dernière, quand j'étais en Israël et qu'on a voulu m'attaquer sur cette question-là, on m'a dit, mais ce texte a été très peu lu. Je dis, mais c'est un argument. C'est un argument de me dire qu'il a été très peu lu. Il est si problématique qu'aujourd'hui, il est invisibilisé. J'ajoute que les éditions Gallimard m'ont interdit l'achat de citations, puisqu'on a le droit de citer un certain nombre de textes gratuitement, puis au-delà, il faut acheter des citations, ce qui est normal, c'est le droit d'auteur. Ils ont refusé que je puisse citer les textes de Sartre, de Beauvoir, de Jean Genet, de Deleuze et de Foucault. Comment vous expliquez son revirement à la fin de sa vie aux côtés de Benny Lévy ? Laurent Twiltarchur, qu'on a reçu il y a quelques mois dans cette émission, a publié il y a quelques semaines ou quelques jours une tribune dans Libération. Il vous trouve binaire, injuste au regard de l'attachement de Sartre à Israël, de son soutien à l'indépendance d'Israël, que vous mentionnez d'ailleurs, jusqu'à son titre de docteur honoris causa de l'Université hébraïque de Jérusalem. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Oh, écoutez, je vais pas avoir la cruauté de sortir les messages dans lesquels il était quasiment à genoux devant moi en me disant que je l'avais sauvé du suicide et que, heureusement, qu'il avait rencontré mon œuvre qui était considérable et formidable, que ça lui avait donné des ailes pour pouvoir travailler, se sortir du mauvais pas dans lequel il se trouvait. Vous m'en parlez, j'en aurais pas parlé. Mais sur Sartre et Béni Lévy. Oui, non, mais enfin, ça procède de ça. Je veux dire, ce monsieur écrit des saloperies sur moi dans Libération après m'avoir encensé et m'avoir envoyé son livre sur Jean-Paul Sartre à l'époque. J'ai juste dit, formidable d'avoir dit autant de bien que moi, de moi, et puis d'oublier que j'existais dans votre livre, dans votre bibliographie. Donc c'est un règlement de compte personnel. Vous me permettez d'y répondre, j'y réponds, sinon je n'aurais pas parlé. C'est assez négligeable ce que fait ce monsieur. Mais je veux dire que le problème, c'est que il est résolu. Le problème est résolu par Simone de Beauvoir. Moi, j'invite à ce monsieur tout Arthur, par exemple, lise la cérémonie des adieux et voit dans quel état. Que vous citez longuement. Ben, bien sûr. Dans quel état physique, mental est Jean-Paul Sartre. Il est détruit. Plus rien du tout. Jean-Paul Sartre, il fait sous lui. Quand il se lève, il y a des traces d'excréments et d'urine sur le canapé. Il planque du whisky parce qu'il ne doit plus en boire et on l'entretient là-dedans et c'est un alcoolique absolu. Et là, je pense que Béni Lévy, je sais pas, je vais pas faire de procès d'intention, mais il est très heureux, Béni Lévy, de pouvoir dire à Jean-Paul Sartre que finalement, le messianisme révolutionnaire, il est juif. Et là, d'un seul coup, Sartre dit oui, d'accord, je suis d'accord, et puis etc. On dit ah bon, bah alors t'as dit le contraire quand même précédemment. Simone de Beauvoir demande quand même à Jean Daniel de ne pas publier ce texte parce que Sartre écrit sous lui. Et Jean Daniel dit mais moi je vais vendre du papier. Il le dit pas comme ça, hein, je fais beaucoup plus vite. Mais je vais vendre du papier, je publierai ce texte. Et d'un seul coup on se dit oh là là, conversion de Sartre à cette époque-là. Je rappelle que Sartre qui a couché avec Arlette El-Kaïm, qui est juive, après avoir couché avec elle, on a fait sa fille adoptive, et elle avait tout intérêt à laisser croire que Jean-Paul Sartre était effectivement passé du côté d'Israël, ce qui n'est évidemment pas le cas, d'où l'intérêt de l'effacement de ce texte de 1972. Il en va de même avec Sylvie Lebon, qui a été la maîtresse de Simone de Beauvoir avant de devenir sa fille. Et il s'agissait de sculpter la propre statue de ces gens-là. Moi, j'ai travaillé de très près la correspondance de Sartre et Beauvoir. Il y a des lettres qui ont sauté. Quand vous regardez la réponse à une lettre, vous dites mais elle est où la lettre à laquelle Simone de Beauvoir répond ou je ne sais quoi. Et ce sont des lettres qui ont sauté. Donc je veux dire que là, c'est une espèce de détournement de vieillard. Où est le véritable Jean-Paul Sartre? Il est ni dans la réflexion sur la question juive. Lui-même le dit à une époque en disant j'ai fait ça n'importe comment sur un bout de comptoir. C'est un texte que je reconnais pas aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans le texte de 72? Est-ce qu'il est dans Béni Lévy? Je pense que Sartre voulait laisser un nom dans l'histoire et qu'il était prêt à tout pour ça. Donc collabo en 43, antisémite, etc. Je crois que l'heure est terminée et que merci, faut s'arrêter là. Le prochain chroniqueur qui nous attend. Merci en tout cas beaucoup, Michel Onfray, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre absolument passionnant et remarquable que je conseille très vivement. L'autre collaboration, c'est aux éditions Plomb. Très bon après-midi. À bientôt sur Radio J. Merci à vous. Le Club Imo Radio J, Marquez Ratti. Bonjour, c'est Marquez Ratti. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05.